Bonjour à tous et bienvenue pour cette capsule sur la communication. Donc aujourd'hui l'objectif c'est de connaître les différentes stratégies de communication et d'être capable de proposer un plan de communication. Donc on commencera avec une courte introduction, avec les différents types de communication et ensuite le gros de la capsule se portera sur la planification de la communication. Donc pour introduire cette capsule, je vous propose d'aller visionner la vidéo du TEDx de Chris Anderson qui nous donne quelques secrets pour réussir sa communication. Donc quelques points clés à ne pas manquer quand on va mettre en place une communication, qu'elle soit orale ou écrite. Le rôle de la communication, pour rappeler selon la définition de Kotler, Keller et Manceau 2016, c'est que la communication marketing correspond aux moyens employés par une entreprise pour informer et persuader les clients actuels et potentiels, directement et indirectement, et leur rappeler les marques, les produits et les services qu'elle commercialise. Donc c'est vraiment le moyen d'échanger entre l'entreprise et les consommateurs pour améliorer le marketing. Quelques outils de communication, la publicité, les ventes, la promotion des ventes, les relations publiques, le parrainage, le mailing, les foires et salons, le packaging, le bouche à oreille. Donc ce sont des outils de communication. Et vous avez aussi le profil des grands médias que vous connaissez tous, donc pour faire de la publicité, la presse quotidienne, la presse magazine, la radio, la télévision, le cinéma, l'affichage et Internet avec les réseaux sociaux et les blogs. L'idée de la figure que vous voyez maintenant à l'écran, c'est qu'on ne va pas communiquer de la même manière suivant l'objectif et suivant l'étape du parcours client sur lequel on souhaite agir. Donc vous avez là par exemple les étapes du processus d'achat de Kotler et ses collègues en 5 étapes: la notoriété, la compréhension, la conviction, l'achat et le réachat. Et on voit qu'on ne mobilise pas les mêmes outils de la même manière, avec la même intensité, suivant le parcours client. Autre exemple, donc avec un autre cycle d'achat, cette fois-ci en 3 étapes: découvrir, réfléchir, passer à l'action, et avec différents indicateurs de performance associés à chacune des étapes. Donc l'idée de ces deux schémas, c'est que suivant l'objectif, suivant l'étape du parcours client sur laquelle on souhaite communiquer, on va mobiliser des outils différents avec une intensité différente. Dans cette introduction sur la communication, vous devez retenir qu'il y a 3 grands types de communication. Vous avez l'outbound marketing, donc c'est la publicité qui part de l'entreprise vers le consommateur. On va retrouver les médias payants, donc la publicité dans les médias traditionnels, la publicité sur les réseaux sociaux, le référencement payant. Donc ce sont des outils où l'entreprise va payer pour sa communication, elle va payer pour joindre le consommateur. Donc on va parler de consommateur acheté. À l'opposé, vous avez l'inbound marketing, où on va parler de clients gagnés. Donc avec le bouche à oreille électronique, les commentaires sur les réseaux sociaux, les mentions, les articles, les forums, les articles dans la presse. Donc c'est la publicité qui est indépendante du contrôle de l'entreprise, mais qui va favoriser son marketing, qui va aider à la faire connaître, aider à vendre ses produits. Donc c'est le l'inbound marketing, donc la communication gagne. À mi-chemin entre ces deux extrêmes, vous avez la communication possédée par l'entreprise, où on va retrouver son site internet, son blog, sa page entreprise sur les réseaux sociaux. Donc l'entreprise, elle a globalement le contrôle de ses canaux de communication, elle contrôle le contenu qu'elle va mettre sur son site internet, le contenu qu'elle va mettre sur sa page Facebook. Donc il peut y avoir des interactions avec les commentaires des fans, mais elle peut à nouveau supprimer ou accepter les commentaires. Donc elle a globalement le contrôle de cette partie-là, mais elle ne va pas payer directement pour mettre un post sur sa page Facebook. Donc on parle des médias qui sont contrôlés par l'entreprise et qui sont possédés, donc qui ne nécessitent pas de paiement direct. Donc 3 grands types de communication: communication payée, la communication possédée et la communication gagnée. Donc pour la partie outbound marketing, donc la communication qui part de l'entreprise et qui va vers le consommateur. On retrouve donc le schéma classique de la communication. Il y a un émetteur qui va coder un message via un canal de communication et le récepteur va lui décoder ce message. Et
cette partie du codage, du décodage, eh ben, il y a du bruit tout autour qui va faire que entre ce que l'émetteur voulait dire et ce que le récepteur comprend de la communication, eh ben, il va y avoir un décalage. Et il y a une boucle de rétroaction qui se fait pour que l'émetteur soit informé de ce qu'a compris le récepteur. Donc c'est un schéma classique dans la communication, même en dehors du marketing. Quand vous discutez avec quelqu'un, eh ben, il va reformuler sur ce que vous avez dit et ainsi vous pouvez comprendre comprendre ce qu'il a entendu, ce qu'il a compris et répéter votre message, l'adapter donc avec la boucle de rétroaction. Les grands types donc d'outbound, de marketing sortant, donc qui vont de l'entreprise vers le consommateur, mais on a la publicité dans les médias traditionnels, la force de vente, la promotion des ventes, les relations publiques, la publicité directe, salon, foire, publi-postage, télémarketing, catalogue, publicité en ligne et sur les médias sociaux. Donc c'est toute cette communication qui part de l'entreprise et qui va vers le consommateur. Donc qui est vraiment descendante entre l'entreprise et le consommateur. Les problèmes de ce type de marketing, ben, côté consommateur, il y a une prolifération des médias. On est exposé en moyenne, selon les études, entre 3000 messages par jour par individu. Donc il y a une saturation, une accoutumance. On ne voit plus vraiment les publicités. Il y a l'utilisation des technologies, de la technologie notamment sur Internet avec les ads-block, donc qui permettent de bloquer la publicité. Et des organismes comme le CRTC au Québec qui limitent aussi la publicité de ne pas être démarché au téléphone. Donc vous pouvez entrer votre téléphone sur l'organisme pour ne pas être démarché et dénoncer les entreprises qui feraient du marketing par téléphone. Côté entreprise, les inconvénients, bah, le premier inconvénient, c'est que c'est un coût élevé. On est sur de la publicité payante, donc on va acheter le consommateur. Donc il y a un coût associé à cette publicité et c'est pas toujours efficace pour les raisons précédentes. Donc c'est pas toujours la meilleure solution. Mais par contre, si vous êtes une marque qui est peu connue, et ben ça vous permet d'aller gagner de la notoriété, d'aller être trouvé par les consommateurs. L'inbound marketing, donc lui c'est le marketing entrant. C'est le consommateur qui vient vers votre entreprise. Donc ça vous coûte rien. On est dans le marketing de la permission. C'est le consommateur qui va s'abonner à votre newsletter. Donc et vous allez lui proposer un opt-in. Il va choisir quel type de communication il souhaite, quelles informations il souhaite recevoir de la part de l'entreprise. Et donc voilà, c'est le consommateur qui vient à l'entreprise, qui décide comment il souhaite être joint et pour quelles informations. Donc ça fonctionne uniquement naturellement pour des marques fortes, vu qu'il faut que le consommateur il connaisse la marque et qu'il fasse la démarche d'aller vers l'entreprise pour accéder pour demander de l'information. Donc c'est vraiment le consommateur qui va à l'entreprise. C'est l'opposé de l'outbound marketing. Si on se réfère aux travaux de Chaffee 2004, les principes du marketing de la permission, du côté entreprise, c'est de créer un profil client type complet et commun, possibilité de plusieurs niveaux de qualité de données, donc de bien connaître ses consommateurs, d'avoir une base de données importante pour une relation client optimisée, d'observer sans demander, de ne pas multiplier les questionnaires, mais plutôt de réaliser des ethnographies, de regarder comment se comportent les consommateurs, de regarder les données sur le site internet, quels sont les sujets qui intéressent les internautes, quelles sont les pages les plus visitées, combien de temps l'internaute y passe sur chaque page, donc d'observer sans demander, sans embêter le consommateur. Proposer un opt-in avec des options, le client choisit. Donc ça, on en a parlé précédemment. Fournir une gamme diversifiée d'incitatifs. Il faut qu'il y ait que le consommateur il ait un avantage à aller vers l'entreprise, qui s'y retrouve dans cette communication. Enfin, une petite astuce, ne pas rendre l'opt-out trop facile. C'est-à-dire que quand le consommateur il veut se désabonner de votre newsletter ou d'un service, il faut que ce soit possible, mais pas trop facile. C'est-à-dire, il y a plein de sites il y a des sites qui le font. Donc, où quand vous allez vous désabonner de la newsletter, eh ben, ils vont vous demander si vous êtes vraiment sûr, est-ce que si l'entreprise réduisait la fréquence des communications, vous souhaiteriez rester abonné? Est-ce que si on vous informait, si on vous délivrait que des informations par exemple sur tel produit, est-ce que vous souhaiteriez rester abonné à la newsletter? Donc c'est ça, de ne pas faire quand on clique sur se désabonner de la newsletter, eh ben,
que ce ne soit pas une sortie directement de la newsletter, mais qu'on essaye de comprendre pourquoi le consommateur il souhaite se désabonner et est-ce qu'en changeant la manière d'interagir avec lui, est-ce qu'il ne pourrait pas rester connecté à la newsletter. Donc là, vous avez un tableau donc, des différences entre les leviers payants, donc l'outbound marketing, et les leviers gratuits de l'inbound marketing. Principalement, ce qu'il faut retenir, c'est que les leviers payants coûtent cher, mais permettent d'acquérir une nouvelle notoriété et de développer une nouvelle marque. Et c'est très efficace. On a directement un retour sur investissement. Le retour, il est prévisible. On achète tant de vues, donc on sait qu'on va améliorer notre notoriété de telle quantité. A l'inverse, les leviers durables, organiques, donc l'inbound marketing, vu que c'est le consommateur qui vient à l'entreprise, il faut que la marque elle ait déjà acquis une certaine renommée, une certaine notoriété. Et c'est plus aléatoire. On ne sait pas combien de consommateurs vont accepter de s'inscrire à la newsletter. Donc malgré tous les efforts, c'est plus sur du long terme. Et par contre, ça a l'avantage d'être à moindre coût et d'améliorer la fidélité des consommateurs. Quelque chose qui fonctionne très bien aussi dans cette inbound marketing, mais qui peut être aussi utilisé un peu en outbound marketing, c'est le storytelling. Donc c'est le consommateur qui va raconter des histoires. Donc, et les autres consommateurs, vu que ça vient de leur père, de consommateurs comme eux, selon cette étude du MIT, montre qu'ils vont avoir plus confiance envers ce discours-là. Ils vont s'approprier l'histoire et ils vont se sentir plus connectés avec la marque. Donc, pour les entreprises, il faut favoriser ce storytelling et peut-être le mettre en avant sur les médias possédés par l'entreprise, voire même faire de l'outbound marketing à partir d'histoires de consommateurs, donc faire de la publicité, mettre en avant ces histoires qui sont bien perçues par les autres consommateurs. Donc les recommandations pour améliorer le storytelling. La première, donc selon le MIT, travailler avec des consommateurs pour générer des histoires crédibles et convaincantes, convertir des histoires en présentation de bonne qualité, intégrer des histoires dans votre mix de médias sociaux, intégrer des stratégies médiatiques payantes avec le partage volontaire d'histoires sur les médias sociaux. Donc les 4 recommandations du MIT pour favoriser ce storytelling. On va maintenant passer à l'étape de la planification de la communication. Donc pour commencer, il faut un objectif. On communique pour répondre à un objectif. Donc un objectif d'entreprise et qui va se décliner en un objectif de communication et en un message. Donc quel est l'objectif de l'entreprise? Est-ce qu'elle veut chercher d'augmenter ses ventes, d'augmenter sa notoriété, d'augmenter le panier moyen, d'augmenter la fidélité des consommateurs? Donc il faut vraiment un objectif marketing à la base de la communication. Et c'est sur cet objectif marketing qu'on va construire la communication. Avant de se lancer dans le plan de communication, il faut également faire un peu un audit de l'environnement dans lequel va se dérouler la communication. Donc quelles sont les composantes de la communication, quel type de communication on souhaite faire et dans quel champ de communication va s'inscrire cette communication. Donc il faut s'intéresser à la culture interne de l'entreprise, par exemple, à regarder quelles sont les précédentes communications. Est-ce qu'on est sur des communications plus humoristiques ou est-ce qu'on est sur des communications qui vont être plus sérieuses? Donc voilà, d'intégrer le ton de la communication, l'histoire de l'entreprise, les pratiques consuméristes, l'image de l'entreprise, regarder comment les concurrents communiquent, et puis aussi l'environnement extérieur avec l'état de la législation, la situation économique. Donc il faut intégrer toutes ces variables et en avoir conscience avant de planifier la communication. Donc là, quelques objectifs de communication avec les exemples associés. Donc je vous laisse en prendre connaissance brièvement. Voilà, on peut aller chercher de nouveaux clients ou plutôt retenir les clients actuels et on va adapter une communication en fonction de cet objectif. Là, dans le même esprit dont on a parlé au début,
et ben suivant l'objectif, et ben la communication va être différente. Donc pour de l'engagement, de la viralité, on va faire du bouche à oreille, utiliser les réseaux sociaux, mais à l'inverse, pour aller chercher de la notoriété, et ben on va plutôt faire du marketing de contenu, de l'emailing, la publicité payante. Donc suivant les étapes, et ben suivant l'objectif, on va choisir, on va adapter le plan de communication. Donc une fois que cette première étape de l'objectif, de l'analyse de l'environnement, de la communication, donc qui est clarifiée, et ben on va s'intéresser à la cible. À qui s'adresse notre communication. Donc il faut bien identifier la cible, bien comprendre la cible, et comme depuis le début, le consommateur il a un rôle central dans le marketing. Donc il faut avoir le plus de connaissances de notre cible. C'est également vrai pour la communication, savoir comment il se comporte, quels sont les médias qu'il utilise, voilà, qu'est-ce qui le définit, caractérise notre cible de communication. Donc vous avez par exemple cet exemple de Pommery 2016 où les cibles sont classées en fonction de leur comportement sur Internet et sur les réseaux sociaux, et donc ça permet voilà, de faire une segmentation des internautes. Donc on a les spammers, les trolls, les mécontents, les inactifs, les joueurs chercheurs de promo, les curieux petits nouveaux, les likers, les ambassadeurs. Donc c'est pas à retenir, c'est un exemple de segmentation, et on regarde sur que font cette cible sur les réseaux sociaux, et donc ça va avoir une incidence sur la manière de communiquer avec les différents segments. Donc un exemple qui peut être vraiment pertinent pour un guide sur les réseaux sociaux, si vous embauchez régulièrement des community managers pour qu'il y ait une cohérence entre chaque community manager, et bien vous pouvez faire un guide de la manière dont on communique sur les réseaux sociaux en fonction de la cible, et qui peut être amélioré au fur et à mesure des community managers qui sont généralement des stagiaires que vous allez embaucher. Par rapport à Internet et à la différence d'Internet par rapport aux précédentes communications, c'est qu'on a de plus en plus d'informations sur notre cible. On la connaît de mieux en mieux. Vous avez par exemple l'utilisation des cookies, de savoir quel site a été visité avant d'arriver sur votre site Internet. Vous avez la possibilité de faire du remarketing, les cartes de fidélité. Donc il y a beaucoup d'éléments numériques qui permettent de toujours améliorer la connaissance de notre cible. Donc je rappelle, première étape, c'était de définir l'objectif et l'environnement dans lequel va se dérouler la communication. Ensuite, on a caractérisé notre cible, on l'a segmentée, on la connaît bien, on sait comment elle fonctionne, et on va ensuite choisir le canal. Donc le canal, il faut l'identifier à partir déjà des canaux qui sont utilisés par votre cible. Mais vous avez aussi d'autres variables qui peuvent jouer sur le choix du canal. Notamment les dépenses, que les canaux ne coûtent pas tous le même prix. Une publicité à la télévision pendant le Super Bowl va vous coûter beaucoup plus cher qu'une publicité entre minuit et 1h du matin sur une chaîne de seconde zone. Donc ça va jouer aussi un rôle. Aussi la manière dont est mémorisé le message. Les études montrent par exemple que le cinéma est souvent sous-exploité, alors qu'il y a un des meilleurs taux de mémorisation. Vous avez le consommateur, il est assis dans la salle, la seule chose qu'il a à faire, c'est regarder votre publicité, et du coup il va vraiment la mémoriser. Il cuisine pas en même temps comme si quand la télévision elle tourne en sourdine dans le fond, ou quand il va chercher la glace au moment de la pause du Super Bowl. Donc là au cinéma il est assis, il n'a rien d'autre à faire que regarder la publicité. Donc il y a un fort taux de mémorisation associés. Les canaux aussi, ils ont différentes fonctions. Donc la manière dont on utilise le canal, est-ce qu'on est plutôt dans du divertissement, plutôt dans éduquer, plutôt convaincre. Donc suivant l'objectif qu'on a défini précédemment, il y a des canaux qui vont plus ou moins se prêter à l'objectif. Donc on tombe aussi sur les différents canaux, donc entre les canaux payés, les canaux possédés et les canaux gagnés. Donc là, c'est au marketeur de savoir, en fonction de l'environnement de l'entreprise, de l'objectif et de sa cible, quelle est la meilleure stratégie. Donc,
on a défini l'objectif, on a défini la cible, on a choisi un canal en fonction des canaux utilisés par notre cible et de notre objectif. Et maintenant, il faut construire le message. Les caractéristiques du message, il doit être cohérent, il doit se distinguer des autres types de communication. Hein. N'oubliez pas, on est exposé à plus de 3000 messages par jour. Donc si votre message il est comme tous les autres, eh ben, vous allez passer inaperçu. Il doit être compréhensible, il doit être visible. Il doit être d'une certaine durée et il doit s'adapter au format. Par exemple, on voit de plus en plus sur nos téléphones des publicités qui sont au format portrait et du coup qui s'adaptent bien à nos téléphones intelligents ou des publicités carrées comme ça, elles vont dans les deux sens du téléphone. Donc il faut adapter le message au canal de communication précédemment défini. Deux grands types de messages qui peuvent des fois on est à mi-chemin entre les deux. Donc message de nature informationnelle, on présente les avantages, la réduction d'inconvénients de manière rationnelle. Et vous avez les messages de la publicité ou les messages de type transformationnel qui vont aller jouer sur l'affectif du consommateur, qui vont essayer de convaincre en faisant vivre des émotions à la cible, donc au prospect ou consommateur. Donc objectif défini, cible définie, canal choisi, message, nature transformationnelle, informationnelle, des fois à mi-chemin entre les deux. Il faut ensuite définir un budget. Donc il y a plusieurs manières de définir le budget de communication d'une entreprise. Vous avez la méthode fondée sur les ressources disponibles. Donc là, vous êtes la dernière roue du carrosse, on met des budgets pour tous les autres services de l'entreprise, et puis l'argent qui reste va à la communication. La méthode du pourcentage du chiffre d'affaires, dès le début, on définit qu'il y aura par exemple 10% du chiffre d'affaires de l'entreprise qui sera alloué à la communication. La méthode de l'alignement sur la concurrence, on regarde combien les concurrents dépensent en communication et on s'aligne sur leur budget. Et peut-être la plus difficile, mais probablement la plus pertinente à mettre en œuvre, la méthode fondée sur les objectifs et les moyens. C'est-à-dire, le patron a pour objectif tel niveau de chiffre d'affaires, une augmentation de 10% du chiffre d'affaires. Et on va établir, et on va essayer de définir quel type de communication et quel budget serait nécessaire pour réussir à augmenter ce chiffre d'affaires de 10%. Donc on regarde l'objectif de l'entreprise et pour atteindre cet objectif, il va falloir tel volume de dépenses en termes de communication. Donc la méthode fondée sur les objectifs et les moyens. Donc une fois le budget défini, on peut passer à la rédaction du plan de communication et à sa mise en œuvre. Le plan de communication, donc, il peut être organisé de différentes manières. On peut faire des actions de communication concentrées sur une courte période. On fait le maximum de communication. Une communication plus continue, plus diffuse tout au long de l'année. Ou une communication intermittente, donc avec on communique à intervalles réguliers. Dans la réalité, comme le montre cette figure de Chaffee-Ellis 2017, il y a un mix de ces différentes formes de communication qui vont permettre de créer le plan de communication. Donc voilà, votre plan de communication, vous pouvez par exemple le présenter sous cette forme qui est très visuelle, avec des parties continues, des parties intermittentes, donc pour avoir une vue d'ensemble. Et donc ça c'est la partie figure visuelle. Après il va falloir dresser vraiment un tableau de bord de la communication, donc où on va mettre les dates des actions de communication ou les durées si c'est une action de communication continue. Une analyse force, faiblesse, opportunité, menace en lien avec le message. Par exemple, si vous communiquez au moment de Noël, le Noël peut être une opportunité, qui est les achats des fêtes, les achats de cadeaux. Ça peut être une opportunité qui va avoir une influence sur votre action de communication. Donc un petit FFOM, donc il n'y a pas forcément besoin que force, faiblesse, opportunité, menace soit complété, mais c'est l'idée d'avoir une petite analyse de l'environnement en lien avec l'action de communication. Ensuite, l'objectif de communication, donc on l'a vu précédemment, qui doit être bien défini, la cible.
le canal retenu, le message et très important les indicateurs clés et la valeur cible. Est-ce que si c'est votre post Facebook, et ben vous visez à partir au bout en 24 heures d'acquérir 30 likes, 30 j'aime. Donc et là à nouveau on retrouve donc un indicateur qui doit être smart, ça doit être mesurable et temporellement défini. Donc et comme ça on va pouvoir suivre les actions de communication et voir si elles sont réussies, si l'objectif de l'action de communication est atteint. Et donc ça permet aussi un outil collaboratif que tout le monde puisse suivre les actions de communication de tout le monde. Donc on a finalisé le plan de com et sa mise en œuvre et c'est le moment de regarder les résultats de nos actions de communication, donc d'évaluer la qualité de la communication de l'entreprise. Avant Internet et encore aujourd'hui dans certaines entreprises, on utilise des scores de mémorisation. Donc vous allez à un événement sportif, il y a plusieurs banderoles et à la fin de l'événement sportif, eh ben, on vous demande quelles sont les publicités que vous avez vues. Ou pareil au cinéma, là, dans les blockbusters, amusez-vous à compter toutes les marques que vous pouvez voir, mais il y a une quantité astronomique de partenariats qui est réalisée avec les blockbusters. Donc les marques, elles sont cachées à différents endroits du film. Deuxième score, le score d'attribution. C'est que vous pouvez faire plein de publicités et le consommateur, vu qu'il est bombardé de messages, eh ben, il risque souvent de l'attribuer au leader du secteur. Donc il faut toujours vérifier si votre publicité elle est bien attribuée à votre entreprise ou si elle est attribuée au leader du secteur. Donc avec des questionnaires, on vérifie quelles sont les marques qui ont été vues, la publicité, à quelle entreprise elle renvoie, donc pour s'assurer qu'il y ait bien cette attribution entre vos actions de communication et votre entreprise. Ensuite, vous avez le score d'agrément, donc de savoir est-ce qu'ils ont aimé votre publicité. Est-ce que cette publicité elle améliore l'image de l'entreprise, donc qui est aussi un score très important, donc de voir si elle a un impact affectif positif sur la marque, sur les produits, sur l'entreprise. Donc ça c'était avant, mais ça nécessitait et encore aujourd'hui, mais ça nécessite des questionnaires pour aller interroger les consommateurs pour vérifier donc à quel point votre communication elle a fonctionné. Aujourd'hui, grâce au numérique, il y a aussi une autre approche donc, qui est basée sur les indicateurs de performance qui sont digitaux. Donc, où là, par exemple, à partir de votre site internet, eh ben, vous pouvez regarder le nombre de visiteurs uniques, le nombre total de visites, la durée des visites, le taux d'abonnement, le taux de conversion, le taux d'abandon au cours du processus d'achat, le taux de clic, le taux de rebond, le nombre de j'aime, le nombre de commentaires. Et j'en passe tellement la liste est longue, donc qui sont des indicateurs clés de performance basés sur l'observation. Du coup, on n'a pas besoin d'aller interroger le consommateur, on observe son comportement et de voir à quel point nos actions de communication sont efficaces. Là, c'est le côté consommateur, de voir les consommateurs et les prospects, comment ils perçoivent notre communication. Dans les résultats, il faut aussi, si vous travaillez dans le département communication de l'entreprise, aller vendre votre stratégie à la direction et de montrer à quel point votre plan de communication il a été efficace pour avoir de plus gros budgets, pour monter en grade. Donc c'est l'idée de raconter une histoire, de raconter à quel point la communication est un service essentiel de l'entreprise. Donc pour ça, vous pouvez calculer la contribution marketing nette. Donc vous avez la formule ici issue des travaux de BES 2000 où vous allez pouvoir montrer à quel point les dépenses en communication rapportent à l'entreprise. Donc c'est une formule qui peut être très intéressante pour aller valoriser les actions de communication que vous avez réalisées au sein de l'organisation. Pour résumer cette capsule autour de la communication, il faut retenir que le plan de communication il doit être mathématiquement mesurable, financièrement budgétable, socialement responsable, managérialement acceptable, administrativement faisable, opérationnellement atteignable, concurrentiellement distinguable,
conceptuellement explicable, stratégiquement durable et tactiquement modulable. Voici les 10 recommandations de Libeart 2008. À bientôt pour une prochaine capsule.